Bonjour à tous, et ravi de vous accueillir sur cet atelier Cachetel sur les notions de CSRD et ESRS et la manière dont aujourd'hui on va passer à leur mise en œuvre. Quelques mots. Je me présente, donc Corinne Kenyek, je suis en charge des sujets conseil sustainability chez Cachetel. Et j'interviens avec mon collègue Nicolas Morin, qui est lui en charge de l'innovation et des avant-ventes. Et après mon intervention, il se fera le plaisir de vous faire une démonstration de notre solution et de montrer comment elle peut vous accompagner sur cette roadmap de la CSRD. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques éléments sur Cachetel. Donc Cachetel est un éditeur de solutions spécialisé dans le pilotage de la performance. Et il intervient à la fois sur la performance financière et sur la performance de durabilité. Donc nous sommes présents dans plus de 120 pays, avec 6 bureaux localisés dans différentes zones, essentiellement quand même en Europe, et avec une présence chez nos clients depuis maintenant une dizaine d'années. Et à l'ordre du jour aujourd'hui, les différents points suivants autour de la CSRD et des ESRS. Donc, un rappel des points clés et surtout des dernières évolutions qu'il y a eu sur ces textes qui fixent globalement un cadre dans lequel les entreprises vont aujourd'hui pouvoir passer à la phase opérationnelle de mise en œuvre avec des chantiers qui sont à mener et sur lesquels il faut s'interroger sur la manière de procéder. Et à ce sujet, on a souhaité faire un focus sur 2 thématiques. La double matérialité qui est au cœur du processus et comment mener cette analyse et comment en tirer les conclusions. Un autre point autour de l'intégration des ESRS et le passage obligé de l'exercice du gap analysis qui va en fait permettre aux entreprises de vraiment comprendre ce sur quoi elles sont attendues, ce sur quoi elles travaillent aujourd'hui et mesurer le gap qui existe et trouver le meilleur chemin pour arriver au niveau d'assurance et de conformité attendu. Et enfin, Nicolas nous fera une démonstration de la solution étayant ces différents aspects. Donc, point clé de la CSRD, je ne vais pas passer un temps monstrueux, car j'imagine que depuis que vous assistez à des présentations, vous avez quand même bien en tête la grande philosophie. Donc, on est passé dans une logique de démonstration, on n'est plus dans une logique de communication, donc ça, c'est vraiment essentiel. Et je dirais les 4 apports principaux de la CSRD sont tout d'abord la mise en place d'un standard de reporting de durabilité. C'est quelque chose qui était attendu depuis très très longtemps par l'ensemble des parties prenantes. C'est essentiel pour les bonnes prises d'aide à la décision. Et donc là, la CSRD arrive et nous apporte quasiment ce premier standard de reporting extra-financier. Et à la différence des initiatives qu'on peut voir ici ou là en Asie ou aux États-Unis, ce standard est véhiculé dans un support réglementaire. Donc il n'a pas tout à fait, à ce titre, la même portée que peuvent avoir les standards développés de façon volontaire ou par des organismes de type ISSB. Le deuxième point majeur qui nous apporte la CSRD, c'est le principe de la double matérialité. Voilà, il s'agit non plus simplement de s'intéresser aux effets financiers sur la valeur de l'entreprise. Quand on va regarder les thématiques qui sont importantes, il va falloir se positionner et mesurer les effets des activités de l'entreprise sur son environnement et sur la société et les pôles de durabilité de manière générale. Cette matérialité va devoir aussi embarquer non pas simplement le cœur d'activité de l'entreprise, mais associer toute la chaîne de valeur. Et elle va aussi devoir se positionner dans une perspective moyen-long terme. Donc on est dans un exercice qui est beaucoup plus ambitieux et qu'il s'agira de mener avec sérieux, car il fera aussi l'objet d'un regard de tierce partie, et on verra le point tout à l'heure. Point de vue contenu.
Là aussi, la CSRD apporte beaucoup de choses. Elle apporte d'abord une ambition en termes de reporting qui est beaucoup plus forte. On a plus de données quanti, on a plus de données qualitatives à reporter. On doit travailler sur des objectifs, mais elle est aussi très structurante. Elle définit en fait la manière d'organiser le reporting et à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit en termes de gouvernance, stratégie, gestion des risques et des opportunités, suivi des indicateurs et mise en place d'objectifs. Et enfin, dernier point, la vérification et les niveaux d'assurance associés. Jusqu'à présent, cet exercice était soit d'approche volontaire, soit uniquement quelques pays européens avaient décidé de lancer la démarche. Là, en fait, ce sera toutes les entreprises concernées par la CSRD qui vont devoir faire vérifier par tierce partie leur rapport de durabilité, avec une ambition aussi assez forte, un niveau d'assurance modéré les premiers exercices et une ambition de passer à un niveau d'assurance raisonnable en fin de période, avec donc un gap significatif en termes de qualité d'information, de structuration des process et de transparence et traçabilité. Le calendrier, là c'est pareil, vous le connaissez certainement, l'exercice va démarrer dès 2025 avec la publication des informations sur l'exercice 2024. Il va embarquer les premières entreprises qui sont déjà soumises à la NFRD, suivront les grandes entreprises qui sont pour lesquelles c'est le premier exercice de cette nature, puis seront associés les PME avec des standards qui leur seront proportionnés et qu'il s'agira aujourd'hui sur lesquels il s'agit de travailler aujourd'hui. Et enfin, la CSRD va embarquer aussi les filiales des entreprises non UE. Donc, on est dans une enveloppe d'à peu près 50 000 entreprises concernées par l'exercice et à anticiper, qui doit réfléchir à la manière dont elles vont s'organiser pour réaliser ça au mieux. Là encore, des choses sans doute assez connues, c'est quelle approche des ESRS. Donc, ce standard, il s'organise il fixe un socle commun à toutes les entreprises qui sont éligibles à cet exercice et il se structure autour de 2 standards transverses et 10 standards thématiques répartis entre les différents piliers E, S et G. Donc les standards transverses fixent des concepts, fixent la nécessité de communiquer sur des concepts fondamentaux, de publier et d'informer sur les gouvernances, la stratégie, les principes de publication, la gestion des impacts, risques et opportunités. Et les standards thématiques fixent les attendus spécifiques à chacun des thèmes. L'exercice continue à se déployer, on l'a vu dans le calendrier, il va falloir intégrer des PME, etc. Donc en cours, on a toujours des travaux sur les standards sectoriels, il y en a une 40aine qui doivent être publiés. On a des prémices des premiers travaux sur les standards PME. Et puis pour les entreprises non UE, soit elles seront adossées aux ESRS ou alors à des normes équivalentes en local. Voilà. Donc juillet 2023, c'est la publication des actes délégués avec la version finalisée des ESRS. Le processus n'est pas tout à fait terminé. On attend la validation officielle pour publication au JO d'ici fin d'année. Mais elles seront d'application lors du premier exercice. Quelques éléments peut-être pour comprendre l'évolution qu'a connue ce texte entre les premiers éléments parus ou communiqués par les FRAG et puis la version qui aujourd'hui est publiée sous l'égide de la Commission. On a eu des légères évolutions et elles reflètent en fait les remarques et les remontées faites par les entreprises face à la charge associée à la mise en place de ce reporting. Donc, la Commission a légèrement atténué les obligations associées à l'exercice et a aussi étalé dans le temps la mise en place du reporting pour les entreprises. Voilà. Donc, sur les éléments de publication, alors que pour les FRAG, il y en avait pas mal qui étaient à titre obligatoire, aujourd'hui, il reste un seul ESRS, le ESRS 2, qui relève de l'obligation. Tous les autres relèvent de la matérialité. Donc ça, c'est important.
Par contre, il y a quand même un point sur lequel il faut être attentif. Si l'entreprise n'a pas l'obligation de justifier le choix ou pas de la non-matérialité des thématiques qu'elle analyse, il y a une exception, voire quelques exceptions, c'est toutes les conclusions qui sont tirées sur les ESRS liées au climat et toutes les conclusions de matérialité qui sont liées à des data points qui sont eux-mêmes liés à des obligations réglementaires d'autres textes réglementaires. Et là, l'entreprise devra justifier de manière précise pourquoi ces items ne relèvent pas de leur matérialité. Donc, ce sera un exercice assez compliqué et il y a assez peu de chances qu'on ne voit pas des éléments climat paraître dans toutes les communications. Entre-temps, donc, les FRAC continuent à travailler pour aider les entreprises à avancer sur le sujet et on attend des guidelines donc, sur la matérialité, des guidelines sur la prise en compte de la chaîne de valeur. Autre sujet, autre thématique, enfin autre axe qui a permis quelque part de mettre de la flexibilité et de la proportionnalité dans l'exercice, c'est l'inscription de mesures transitoires. Donc le fait de décaler dans le temps les obligations ou de publication en fonction des entreprises. Donc par exemple, toutes les entreprises ne vont pas être dans l'obligation de publier les données comparatives N-1 dès la première année. Elles ne pourront aussi omettre les données liées à la chaîne de valeur dans les 3 premières années. Et puis, il y a une catégorie spéciale d'entreprises qui a été identifiée, celle de moins de 750 salariés, qui, elles, vont bénéficier aussi de mesures transitoires un peu plus poussées. Toujours pour permettre cette fluidité et faciliter la mise en œuvre par l'ensemble des sociétés, quelle que soit leur taille. Et enfin, la Commission a élargi les éléments de publication volontaire. Donc si on résume, en fait, la feuille de route CSRD, c'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Il y a un saut quantitatif, il y a un saut qualitatif. Les entreprises ne doivent pas le sous-estimer. Donc il va y avoir des points de rapprochement pour ceux qui ne sont pas forcément les premiers à mener l'exercice, l'alignement sur la DPEF pour cette année, enfin voilà, on peut tenter de monter progressivement marche par marche pour atteindre la conformité à terme, mais de toute façon, le maître mot, c'est l'anticipation et la préparation. Et la CSRD ne va pas challenger que la partie purement reporting, elle va bien au-delà. Donc elle challenge la stratégie, le business model, les processus de reporting, etc. Donc beaucoup de chantiers, évidemment en fonction de la maturité de chacune des entreprises, à prendre en considération et à articuler au mieux pour viser la conformité au niveau d'assurance requis pour la deadline de chacun. Et aujourd'hui, il me semblait intéressant de mettre un focus sur 2 chantiers en particulier, celui de la double matérialité et celui de l'intégration des ESRS et du gap analysis qui est nécessaire à mener pour réussir cette intégration. Donc la double matérialité. Rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche qui vise à combiner 2 approches existantes, une matérialité financière et une matérialité d'impact. La matérialité d'impact, en fait, elle évalue les impacts de l'entreprise, de ses activités sur son environnement et elle a une vision, on va dire, inside out. C'est classiquement la terminologie qui peut être retenue. Elle intègre aussi des effets positifs, pas uniquement des effets négatifs. Et puis, il va être demandé là, de travailler ces réflexions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La matérialité financière, c'est la matérialité classique, c'est celle qui mesure les effets financiers sur la valeur de l'entreprise. Et donc, c'est celle qui est utilisée dans les cartes des risques ou l'analyse classique financière. Donc, l'idée, là, ça va être de combiner ces 2 approches de manière assez équilibrée. Ça, c'est important aussi, avec un certain nombre de critères complémentaires qui sont demandés. Aujourd'hui, on ne va pas faire la matérialité sur un coin de table. Il va falloir s'assurer que les résultats vont être validés au niveau ad hoc, au niveau d'entreprise. C'est une question de bonne gouvernance et il est fortement conseillé d'impliquer les instances décisionnelles.
La matérialité va devoir aussi couvrir tous les piliers de l'ESG. Donc là, effectivement, ça va étendre encore le champ d'intervention. L'idée, c'est aussi d'intégrer les parties prenantes et les parties prenantes extérieures. Et quand on regarde en fait ce qui se fait aujourd'hui, même dans les grandes entreprises, on se rend compte que toutes n'intègrent pas forcément encore les parties prenantes au niveau attendu dans cet exercice-là. Donc, même pour ces entreprises potentiellement les plus avancées, il va falloir monter d'un cran en termes de qualité sur la matérialité. Il va falloir intégrer une vision prospective, être en dynamique, ne pas s'intéresser uniquement aux risques et aux impacts court terme, mais voir loin, notamment pour savoir prendre en considération des thématiques comme la biodiversité ou le climat. Et puis, effectivement, il va falloir que ces résultats soient cohérents avec toutes les analyses de risque, de due diligence qui sont faites par ailleurs par l'entreprise. Et donc, comme je disais tout à l'heure, tous les champs des ESS thématiques sont couverts par cette analyse de matérialité. Un peu de processus. Comment aujourd'hui, quelles étapes mener pour définir ce que sont des enjeux matériels? Donc la première des choses, c'est de se remémorer, de se réapproprier le contexte de l'entreprise. Quel est le business model? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les activités, les produits, les services? Quelles sont les parties prenantes? D'écrire la chaîne de valeur. C'est essentiel d'avoir une très bonne compréhension du business model. Ensuite, il va falloir s'interroger, construire les processus de détermination des enjeux matériels. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un élément qu'il va falloir documenter et publier dans le document final de reporting de durabilité. Donc, ça fait partie de l'exercice de transparence et d'assurabilité de la démarche, de construire et d'avoir des processus solides. Donc, il faut s'interroger sur les méthodes, il faut les construire. Donc, on sait qu'on n'est pas dans une obligation de méthodologie, mais qu'on a des référentiels sur lesquels s'appuyer. Il va falloir citer les sources d'information, il va falloir justifier les hypothèses, notamment la fixation des seuils de matérialité. L'entreprise, à un moment, va devoir dire à partir de là, c'est matériel et en dessous, ce ne l'est pas. Et il va falloir le justifier. Et puis, il va falloir aussi intégrer tout ça dans les processus décisionnels propres à l'entreprise, la gouvernance. Donc, une fois qu'on a une vision assez claire de tous ces processus, on travaille sur l'identification des impacts, risques et opportunités. Là, effectivement, on peut capitaliser sur tout ce qui existe, les due diligence, les cartos des risques, etc. On peut aller regarder ce que nous communiquent les ESRS, qui nous donnent un certain nombre de Sustainability Matters qu'il va falloir décliner en impact, risque et opportunités pour les entreprises. Ensuite, une fois que cette liste d'IRO, je suis désolée, c'est long, mais je vais raccourcir, est établie, on va passer véritablement à l'évaluation des risques par les parties prenantes. Donc, il y a une consultation qui est à mener, une stratégie ad hoc correspondant à l'enjeu de l'entreprise. Il va y avoir une évaluation qui va permettre une hiérarchisation au regard des enjeux de matérialité financière et de matérialité d'impact. Et ensuite, il va y avoir l'application d'un seuil de matérialité, à l'issue de quoi une liste d'IRO matériels va pouvoir être établie et à partir duquel on définira les matrices de matérialité. Dernière étape, la validation, les derniers ajustements et puis la validation par les instances de gouvernance. Et ensuite, il ne reste plus qu'à l'entreprise à tirer les enseignements de cet exercice et, le cas échéant, ajuster la stratégie, les business models, les processus et, du coup, le scope de reporting tel que demandé dans la CSRD. Peut-être un point aussi sur la notion de désagrégation. Les business d'entreprise ne sont pas forcément tous homogènes et les IRO n'ont pas tous la même portée selon un certain nombre d'axes. Ça peut être un axe géographique, ça peut être un axe business, ou ça peut être des entités qui très spécifiquement font apparaître des IRO qu'on ne retrouve pas ailleurs. Potentiellement, lors de la phase 1, il est possible d'identifier la nécessité de mener des matrices de matérialité, d'en mener plusieurs, pour avoir une réelle... c'est-à-dire sur un business, voilà,
la matrice de matérialité elle peut ne pas être assez représentative de la réalité des risques si elle se limite à une vision strictement corporate qui ne permet pas de mettre en évidence tous les éléments nécessaires à prendre en considération. Voilà. Et naturellement, une fois qu'on a compris ce processus, on cherche à se dire concrètement comment je vais faire cette analyse, comment je vais intégrer la partie ESRS. Et quand on s'attelle à la tâche, je ne sais pas si certains ont commencé, on se rend compte qu'il y a des centaines et des centaines de pages à lire dans des documents qui ne sont pas forcément extrêmement structurés. Et donc, les éléments sont là, mais opérationnellement, comment être efficace et comment organiser cet exercice de la manière la plus optimisée possible. Donc, voilà les étapes. On est toujours en mode processus. Donc, se poser des questions sur quels vont être les impacts des ESRS sur mon entreprise, quand, comment, en gros, à quelle sauce je vais être mangée. Quelle différence aussi avec les processus existants. Là, on commence à sentir les grandes lignes du gap. Ensuite, évidemment, il faut aller chercher les conclusions de l'analyse de matérialité qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, il faut fixer des seuils. Il faut évaluer ensuite sa maturité, sa compliance au regard de l'ensemble des data points qui sont inscrits dans les ESRS. Et ça se travaille thématique par thématique, puis ensuite DR par DR, puis ensuite data point par data point. Donc c'est un travail qui est quand même assez conséquent. Ça permet déjà d'identifier une première cartographie des efforts qui vont être à mener. Et ensuite, l'idée, c'est que, au regard des risques associés à cette cartographie, d'organiser l'action de manière à combler ce gap de la manière la plus optimisée possible. C'est-à-dire le gap va faire apparaître un certain nombre de quick wins, c'est-à-dire il manque une info, etc. Mais c'est très facile, je vais vite la régler, je vais vite avancer dans ma compliance. Et puis il va mettre en évidence des zones à risque, où là il va falloir véritablement monter des gros chantiers. Et donc il faut savoir anticiper, parce que ce gros chantier, ça peut être aussi un budget et ça peut prendre plusieurs mois. Voilà, et l'idée, c'est d'être prêt pour la vérification. Et donc, face à ce constat, chez Cachetel, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de développer des modules pour aider les entreprises à s'approprier et à réaliser ces exercices de la manière la plus efficace possible. Donc, l'idée, c'est que, à travers un outil, l'entreprise puisse comprendre et s'approprier ces ESRS sans avoir ce travail de décryptage des textes réglementaires à faire. Parce qu'effectivement, c'est touffu, c'est dense, il y a beaucoup de choses. Parfois, ce n'est pas très explicite. Donc, il faut comprendre ce que veut dire le data point. Il faut dissocier un data point en sous-data point pour être en capacité à répondre. Enfin, il y a tout un travail de préformatage qui est important. Et à travers cet outil, il est plus facile de comprendre la logique, la structure et les attendus pour chacune des entreprises. Ensuite, cet outil va vous permettre d'intégrer vos données de matérialité et du coup identifier les objectifs que vous devez atteindre, notamment en termes de scope de reporting. Ensuite, il va vous permettre d'identifier les écarts en comparant ce que vous faites aujourd'hui ou ce que les entreprises font aujourd'hui et ce sur quoi elles sont attendues. Là, effectivement, il y a une possibilité d'avoir des niveaux de maturité. Donc on est prêt, on est moyennement prêt, on est 100% prêt. Et donc, une fois que cet exercice va être mené, on va pouvoir aussi intégrer des plans d'action. Quand on sait comment combler le gap, il est possible de mentionner les plans d'action correspondants, ligne par ligne. Et l'outil propose évidemment le pilotage de ce gap analysis, à la fois dans le déroulé, donc le suivi de l'avancement des 1000 et quelques data points, et puis il communique sur des données de constat, de niveau de conformité d'assurance. Voilà, quelques graphes, quelques écrans
qui vous explique comment se présente cet outil. Donc, il est structuré de la même manière que les ESRS, donc par standard, les topical. Donc, il reprend l'ensemble des data points. Les plus de 1000 data points sont recensés. Cet écran-là illustre le travail amont de préparation qui a été réalisé, c'est-à-dire que vous avez à votre gauche un extrait des ESRS, notamment un point sur le suivi des crédits carbone. Et on voit que si on veut le transcrire dans un outil de reporting qui soit efficace, il faut créer des sous-indicateurs. Et donc, un data point du texte va faire 4-5 indicateurs dans l'outil au final. Voilà. Donc, ce travail, il a été fait. L'outil est basé sur les ESRS de la version de fin juillet. Et comment il fonctionne ? L'analyse, elle se fait ligne par ligne ou data point par data point ou DR par DR. On reprend en fait la hiérarchie verticale qui est introduite dans les ESRS. On a la possibilité de chercher des informations de contexte sur chacun des data points. Donc là, je pense que vous avez l'élément, vous voyez en fait là, il y a des petits écrans qui peuvent s'afficher pour comprendre en fait exactement ce qu'on souhaite récupérer comme information. Si les data points relèvent d'une obligation, c'est indiqué. Si ce n'est pas le cas, il est demandé à l'utilisateur de renseigner sa matérialité ou pas. Il y a possibilité d'introduire des commentaires. Et c'est important parce que quand on va travailler sur les ESRS E1, ces commentaires seront obligatoires si la non-matérialité est retenue. Et ensuite, sur chacun de ces éléments qui sont à remonter, l'entreprise ou l'utilisateur a la possibilité donc de mettre un niveau de maturité ou un niveau de préparation, vert, orange, rouge, pour identifier ce gap avec quelques commentaires. Et de la même manière, si le plan d'action est identifié pour combler ce gap, il a la possibilité de le rentrer. Et un dashboard de suivi qui donc à la fois vous permet de suivre l'avancement, l'examen des différents data points sur les différents ESRS, parce que ça peut être mené de front par plusieurs personnes en parallèle, et qui mesure aussi SRS par SRS et au niveau global la matérialité, et puis l'alignement et la maturité sur chacune de ces thématiques. Alors avec une vocation de pilotage, mais aussi de partage de l'exercice, notamment avec le management. Parce qu'à terme, l'identification des gaps seront de futurs chantiers et nécessiteront la mise en œuvre d'outils plus ou moins poussés. Enfin, dernier point associé à cet outil, la possibilité d'extraire les informations résultant de l'analyse, les plans d'action, mais surtout en fait la liste des KPI, des data points qui sont réellement matériels et qui vont constituer le référentiel de reporting futur sur lequel les entreprises vont mettre en place, si elles en ont un outil de pilotage. Voilà. Et donc l'idée étant effectivement de récupérer très facilement cette liste et de la mettre à disposition de tous les outils qui seraient capables de l'importer. Comme d'ailleurs l'outil que nous proposons en termes de système de pilotage. Et la transition, du coup, est toute trouvée pour passer le relais à mon collègue Nicolas, qui va donc vous montrer comment ce relais se fait et comment notre outil de pilotage peut vous accompagner. Voilà. Merci Corinne. Écoutez, je vous propose de vous illustrer ce qu'on vient de voir dans notre solution de pilotage.